Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce dimanche 21 mars, j'étais l'invité de CNews pour parler, quelle surprise, de la stratégie du gouvernement face à la crise sanitaire. Alors c'était intéressant parce qu'on a parlé de la campagne de vaccination et puis de la cacophonie sur l'attestation, la manière dont ils communiquent sur cette crise. Mais il y avait quelque chose d'intéressant dans ce débat, c'est que le député Les Républicains et le maire PS de Sarcelles avec qui j'étais en plateau étaient assez intéressants, donnaient des propositions assez intéressantes. Et puis il y avait le député LREM qui lui pour le coup était caricatural, mais caricaturalement député LREM, à mettre la responsabilité sur les gens plutôt que sur le gouvernement, à s'en prendre à l'unique insoumis sur le plateau de manière systématique. Vous allez voir, c'est assez rigolo, assez intéressant parce qu'il est vraiment assez caricatural. Je vous laisse regarder ça, n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus et de vous abonner si ça vous plaît. Et puis dites-moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous en pensez justement de ce débat. Moi je l'ai trouvé intéressant, je vous laisse regarder ça, je vous retrouve comme toujours à la fin. Philippe Benassaïa est là, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Les Républicains des Yvelines. Antoine Léaumont à vos côtés, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vos responsables de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Nous accueillons Dominique Da Silva, bonsoir. Bonsoir. Député La République En Marche du Val d'Oise et à vos côtés Patrick Haddad, bonsoir. Bonsoir. Maire PS de Sarcelles en région parisienne. On continue de parler malheureusement de la Covid, qui est le sujet qui nous occupe à la une de l'actualité. Et la question de ce soir, faut-il changer de stratégie et débrider la vaccination? C'est l'une de ces nouvelles expressions qui fleurissent. On en a vu plusieurs apparaître pendant cette épidémie. Elle est signée cette fois Anne Hidalgo, qui était l'invitée du grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Échos ce matin. Précision de Pierre Barbin. Pour sortir de la crise du coronavirus, la maire de Paris demande au gouvernement d'accélérer la campagne de vaccination. Je propose qu'on débride la vaccination, que toutes celles et ceux qui veulent se faire vacciner puissent le faire. Une volonté partagée par la majorité des Parisiens interrogés. Ce serait bien si tout le monde pouvait, ceux qui ont envie, effectivement, de pouvoir aller se faire vacciner. Moi, je trouve ça très bien, ouais. Dans le sens où j'aimerais bien reprendre du normal, voyager, etc. Oui, si ça peut le permettre. Moi, je pense que c'est pas mal de réserver au début les doses à ceux qui sont plus fragiles. Je pense qu'ils en ont plus besoin que nous. Nous, vacciner, ce serait intéressant pour pouvoir protéger les autres. À Paris, plus de 223 000 personnes ont déjà reçu une première dose, soit 10% de la population vivant dans la capitale. Mais selon ce médecin généraliste, il est difficile d'aller plus vite. Le problème, c'est le manque de vaccins. On voit bien que les vaccins arrivent avec parcimonie, à flux tendu. Il y en a beaucoup qui pensent aux élections dans un an. Hein, donc, tout le monde fait de la politique. Hein. Chaque semaine, la ville de Paris reçoit 10 à 12 000 doses de vaccins. La maire de Paris va donc là à l'encontre donc de la stratégie qu'a choisie l'exécutif, qui consiste donc à vacciner en priorisant par catégorie d'âge. Dominique Da Silva, on dit que l'exécutif ne se refuse pas à réétudier la situation au jour le jour. On nous l'a redit hier au sujet des attestations. Est-ce que ce genre de proposition peut être entendu, étudié? Non, mais si on pouvait, évidemment qu'on le ferait. Enfin, il faut se rendre compte que les usines tournent à bloc. D'ailleurs, Agnès Pannier-Runacher nous l'a bien expliqué, d'ailleurs, dans un tweet. Et elle a bien expliqué que, évidemment, on manque de substances pour faire ce vaccin. Bon, et c'est partout pareil. Donc, évidemment. Et c'est ce qui fait des retards dans la fourniture, dans la production de ces vaccins. Sinon, évidemment qu'on vaccinerait davantage. Ça va de soi. Donc, ce que nous dit Anne Hidalgo, c'est tout simplement... davantage, mais surtout tout le monde, chaque Français qui voudrait être vacciné. Oui, mais encore faut-il... Il y a une nuance là-dedans. Non, oui, d'accord, mais on commence d'abord par vacciner ceux les plus fragiles et ceux qui risquent le plus d'y rester, malheureusement, avec cette épidémie de la Covid. Donc, c'est la stratégie choisie, et je pense qu'elle est bonne, c'est on vaccine d'abord ceux qui sont les plus fragiles. Évidemment qu'il faudrait l'étendre à d'autres, et notamment ceux qui ont des comorbidités, comme on dit. Et pour ça, il faut plus de vaccins. Donc, on accélère les vaccins. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que voilà, on a Sanofi qui va aussi produire des vaccins pour ses concurrents. Donc voilà, ça arrive. En tout cas, on a beaucoup plus de doses sur le mois de mars qu'on en a eu jusqu'à présent. Ce que vous dites, c'est encore un peu de patience, c'est ça? Il va falloir qu'on prenne notre mal en patience comme depuis un an déjà. C'est possible ça?
C'est-à-dire que si on continue à prendre notre mal en patience, on va finir par s'agacer beaucoup. Non, pour répondre à ce que disait Madame Hidalgo, en fait, elle perd de vue la dimension réelle des choses. Effectivement, il y a un problème d'approvisionnement en vaccins, mais les usines ne tournent pas à bloc. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Non, mais elles produisent d'autres vaccins aussi. Les usines ne tournent pas à bloc pour une raison, c'est que les vaccins ne sont toujours pas libres. En réalité, on a un problème qui est celui de l'accès à ces brevets. Et alors que l'Inde et l'Afrique du Sud ont demandé que ces brevets soient placés sous licence libre, et il y a une 50aine de pays désormais qui le demandent, eh bien la France de M. Macron et l'Union européenne, dont on nous rebat les oreilles sans arrêt, ne font absolument rien et même votent contre à l'OMC cette demande de lever des brevets. Alors, j'entends que ça soit problématique pour les profits de l'industrie pharmaceutique, mais ça a déjà été fait en réalité. Ça a déjà été fait dans les années 2000 sur la trithérapie. Il y a eu une bataille qui a été menée par l'Afrique du Sud pour la levée des brevets sur la trithérapie. Et justement, c'était un enjeu de santé publique majeur. Et dans ce cas, ça a été fait. Et il y a une règle à l'OMC qui existe, qui permet que dans un cas de force majeure, en quelque sorte, ce soit fait. Je suis désolé, quand il y a une pandémie qui touche l'intégralité de la population mondiale, si c'est pas un cas de force majeure, je sais plus ce que c'est qu'un cas de force majeure. Donc il serait quand même temps que la France de M. Macron, et vous êtes membre de sa majorité, donc il faut faire remonter cette demande au président de la République. Il est temps que la France demande la levée des brevets sur les vaccins. On peut s'asseoir sur le droit international. C'est justement, je ne m'assois pas dessus, ça a déjà été fait, je vous l'ai dit, donc c'est quelque chose qui existe, il suffit de le demander et d'essayer d'aller un peu contre les profits pharmaceutiques. Mais je comprends que le gouvernement pro-business de M. Macron ait du mal avec le fait d'aller contre les intérêts produire un vaccin, ça demande d'énormes investissements et voilà. Oui, des investissements publics. On a parlé tout à l'heure, sur votre plateau, de l'université d'Oxford qui a lancé une étude pour tester ce que ça fait quand on met deux vaccins ensemble. L'université d'Oxford, par exemple, elle a financé le brevet, le vaccin d'AstraZeneca. Et la condition qu'elle avait posée, c'était que pendant plusieurs années, ce vaccin ne génère pas de profit. Voilà. Donc c'est possible. Et la recherche publique, par exemple, vous parlez de Sanofi tout à l'heure, on leur donne 1,5 milliard d'euros par an. Donc on leur donne du fric quand même. On pourrait exiger de ces entreprises qu'elles servent l'intérêt général compte tenu de l'argent qu'on leur verse. Ça vous a pas échappé que Sanofi n'a pas le vaccin. Hein. Oui, mais vous venez de dire qu'elle va en produire. Vous voyez, on peut pas juste donner... C'est plutôt une bonne nouvelle. On peut pas juste donner de l'argent aux entreprises. Alors on va ouvrir le débat avec les deux autres invités également. On va peut-être rentrer dans le débat si ça vous dérange pas. Désolé. Moi je trouve que vous dites, chers collègues, qu'il faut beaucoup d'investissement pour un vaccin, mais je suis frappé par cette polémique sur les vaccins depuis le début. J'avais beaucoup de compréhension pour le gouvernement parce que je me disais, et pour le pouvoir exécutif, parce que je me disais c'est toujours très difficile d'affronter une crise sanitaire et je le souhaite à personne, honnêtement. Mais là vraiment, on est dans le délire total. L'Angleterre vaccine à outrance, l'Allemagne, Israël, etc. Pourquoi nous on se pose des questions d'investissement, de ralentissement, de retard? Pourquoi nous sommes à la traîne de l'Europe? Pourquoi l'Europe est à la traîne du monde? J'arrive pas à comprendre. J'ai compris les priorités. Il fallait d'abord vacciner les plus fragiles, etc. Ça y est. Maintenant, il faut passer à une vitesse supérieure. Je ne suis pas de la majorité de Mme Hidalgo, loin de là. Mais là, honnêtement, elle dit peut-être des choses en campagne électorale, comme dit le professeur Hamon. Mais en tout cas, elle traduit peut-être un peu ce qu'on pense tous. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même maintenant passer à la vitesse supérieure. Et cette vitesse supérieure, on ne l'a pas pour l'instant. C'est quand même incroyable que la France soit à la traîne dans les dernières places, dans les zones de rétrocession, de rétrogradation du classement européen. C'est pas possible. Regardez juste... J'aime pas les polémiques, très honnêtement, mais moi je voudrais comprendre, je ne suis pas médecin, mais je voudrais comprendre pourquoi ce grand pays qu'est la France, qui avait, soi-disant, le meilleur système de santé au monde, on avait dit la même chose pour l'école, hein. Mais... Et là, on n'a rien, on est à la traîne dans les expliquez-moi pourquoi les Français, il y a 3 mois, étaient le peuple qui voulait le moins se faire vacciner. Bon, c'est peut-être aussi ce qui explique un certain retard. Vous pouvez pas dire ça. On n'a pas commandé les vaccins à la demande des Français. Il y avait un Français sur 2, en décembre, un Français sur 2 ne voulait pas se faire vacciner. Oui, voilà, c'est un argument, vous avez raison. Non, mais peut-être que ça a retardé. Ça n'explique pas le retard des vaccins. Écoutez, la moyenne, on est à 7,4 doses pour 100 habitants
et la moyenne européenne est à peine au-dessus. Est-ce qu'on peut Donc on n'est pas complètement... Non, mais il ne faut pas non plus faire peur aux Français et faire croire qu'on est à la traîne. Non, mais n'accaparez pas le débat, répondez aussi. Ben non, mais je vous réponds. Est-ce qu'on peut répondre, je fais le métier de journaliste, et après est-ce qu'on peut répondre à la parole à Patrick Haddad qu'on n'a pas entendu. Voilà, pourquoi on est à la traîne? Non, mais on n'est pas à la traîne. On n'est pas parmi les meilleurs, mais on n'est pas à la traîne. Demandez aux maires qui, sur le terrain, sont obligés de répondre aux concitoyens, et vous l'êtes aussi, qu'on n'a pas les doses. C'est toujours vrai à Sarcelles également. Absolument, il y a plusieurs choses. Moi, je suis pas pour qu'on ouvre tout de suite à tout le monde, parce qu'effectivement, on n'a pas les doses. Maintenant, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de catégorisation, qu'après les 75, ça soit les 65, après les 55, parce qu'on ne va pas y arriver non plus. Donc, il n'y a pas que l'âge, il y a les catégories de personnel. On ne parle pas des enseignants pendant ce temps-là non plus, qui demandent à être vaccinés. On ne parle pas de tout le monde, effectivement, mais je pense qu'il faut assez vite ouvrir à tout le monde, mais au moins finir cette phase, parce qu'il faut aussi que les Français comprennent la stratégie, et si elle change tous les 15 jours, on ne va pas comprendre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est qu'effectivement, sur le terrain, nous, à Sarcelles, on a le plus grand centre de vaccination du Val d'Oise, qui nous demande des moyens, y compris municipaux, considérables. On vaccine des populations qui viennent de partout, donc à un moment, on devra aussi demander un peu d'argent à l'État pour être soutenu dans cette campagne de vaccination. On a réussi à vacciner aujourd'hui 1000 personnes. Mais on avait 1500 doses. Mais on n'a pas pu vacciner 1500 personnes parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent et en fait qui ne sont pas éligibles. Donc en plus, dans la façon dont les demandes sont traitées via le système Doctolib, ça ne marche pas très bien. Qu'avez-vous fait des 500 doses qui vont rester sur le bras, elles restent et on va vacciner des gens demain. Donc voilà, il en reste un petit peu pour que ça continue, mais c'est vrai qu'il y a un moment où il faudra ouvrir et que malgré ça, un centre comme le nôtre, il a vacciné 1000 personnes aujourd'hui, mais sa capacité, parce qu'on est passé à une capacité quasiment industrielle parce qu'il y a besoin que ça accélère et donc on veut jouer le jeu localement, on pourrait vacciner 2000 personnes. Et donc il faut à la fois, dans pas trop longtemps, ouvrir, mais il faut aussi que les vaccins arrivent beaucoup plus vite. Et c'est vrai, il faut le dire, cher Dominique, on est désolé, mais pour l'instant, on n'est pas bon. On a vacciné 8,4% des Français. On a la liste, là, quand vous regardez la campagne de vaccination, on est 50e au monde, c'est pas normal. Alors qu'on est la 6e économie du monde. C'est totalement anormal. Il faut maintenant que ça se passe le mieux possible. C'est vrai que d'avoir une licence libre à un moment donné, c'est une bonne chose. Ça devrait faciliter. Alors ça ne va pas faciliter dans les 15 jours, parce que le temps que tout se mette en place, mais il y a un moment où il faudra que ça arrive aussi. Et puis c'est vrai que sur un groupe comme Sanofi, qui est largement financé, on s'est quand même fait doubler par à peu près tout le monde. Donc il y a quand même un examen à faire qui doit être fait à tête reposée, qui doit nous permettre à un moment donné de nous reposer les bonnes questions et de pouvoir, face à ce type de pandémie, être mieux armés, parce qu'effectivement aujourd'hui on est quand même très très juste par rapport à la puissance qui est la nôtre normalement et à l'appétence vaccinale des Français qui a largement augmenté. On le sait, la logistique, c'est pas notre fort, les champions de la logistique. Ah si, normalement si. Alors normalement si, mais enfin, ça fait un an qu'on est... Je suis désolé, ça va peut-être mettre une mauvaise ambiance sur le plateau, mais la vérité c'est que les gens qui sont autour de cette table, qui ont gouverné le pays dans les années précédentes, ont on réduit les capacités de l'État à néant, dans l'hôpital, dans la recherche, en faisant confiance. Mais on parle logistique, la logistique, elle est là. La logistique, l'État français, quand il s'agissait de mener des économies de guerre en 1914, on était capable de les mener. Depuis, je suis désolé, on n'est pas capable de produire les pompes à air qui sont censées purifier l'air dans les salles, par exemple, de spectacle. Si on veut les réouvrir, il va falloir des pompes à air qui purifient l'air. Bon, si on menait vraiment une économie de guerre face au virus, on mettrait le paquet là-dessus. D'autre part, il y a d'autres moyens aussi d'avoir davantage de vaccins. C'est une question qu'on n'a pas encore évoquée sur le plateau, mais le vaccin russe, par exemple, il nous a été proposé de le produire dès novembre, c'est-à-dire il y a plusieurs mois. Il a fallu au gouvernement 5 mois pour finir par dire quoi ? Non. Alors ça y est, on sait que des accords sont en cours. On a compris que ça allait être produit en Italie, en France, en Allemagne. Mais regardez le temps que ça a pris. Ils nous ont demandé en novembre. On a envoyé une équipe de chercheurs français là-bas pour aller tester la validité de ce vaccin. 92% d'efficacité. Bilan des courses, on envoie nous-mêmes des gens nous dire si oui ou non c'est efficace. Et à la fin, pour en faire quoi ? Pour dire non. L'Italie, finalement, finit par nous forcer la main en le faisant. Mais quand bien même, on ne voudrait pas, pour nous, ce vaccin russe, la France devrait le produire pour les autres. Mais ce qui est drôle, c'est que Jean-Luc Mélenchon, en décembre, nous disait que le vaccin Pfizer-BioNTech, ça ne le rassurait pas. Oui. Et là, vous êtes en train de dire que... voilà, c'est pas la même technologie. C'est quand bien même. Oui, mais à un moment... Alors, on est peut-être des fois... Mais Jean-Luc Mélenchon a juste on manque peut-être de cohérence, mais Jean-Luc Mélenchon en manque terriblement aussi. Il ne manque pas de cohérence. Il a dit... Non, il a dit qu'il... Non, alors que si vous me laissez répondre sur la question que vous posez, il a dit qu'il fallait avoir le choix de son vaccin. Parce que précisément, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en mettant la faute des vaccins sur les Français. Pourquoi beaucoup les gens
personnels les gens soignants ont de moins en moins qui se confiance. revendiquent de la France insoumise ne veulent même pas se faire vacciner. Expliquez-moi. Mais il y a des gens qui ne veulent pas. Parce que c'est quand même un peu incroyable ce que vous nous dites là. Maintenant, vous êtes pro-vaccin. Mais moi, j'ai toujours été pro-vaccin, monsieur, et la France insoumise. Vraisemblablement, si vous me laissez finir une phrase et que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout d'une phrase vous parlez quand même suffisamment. Oui, mais en même temps, vous me relancez. Donc, ce que nous avons toujours dit, c'est que les gens devaient avoir le choix dans les vaccins. Et précisément, plus vous donnez le choix dans les types de technologies, plus vous aurez de gens qui sont... Par exemple, s'il y a des gens qui n'ont pas... Il y a plusieurs vaccins sur le territoire français. Il y a le Johnson & Johnson qui arrive. Demandez déjà à vos sympathisants de se vacciner, surtout quand ils sont soignants. Mais monsieur, si on me demande de me faire vacciner, je le ferai parce que je considère que c'est important. Si c'est ça que vous voulez entendre, je vous le dis. On va avancer parce qu'on était sur ces questions. Oui, mais c'est typique de ce que font les macronistes. C'est plein de sujets si les soignants ne se vaccinent pas, c'est la faute des soignants. Si les Français ne se vaccinent pas, c'est la faute des Français. C'est votre faute à vous, monsieur. C'est vous qui êtes au gouvernement. Les pharmacies avaient des vaccins, les médecins ne venaient pas les chercher. Alors expliquez-moi, à un moment, je veux bien que le gouvernement... Votre gouvernement est incapable de faire la vaccination. Ne parlez pas tous les deux en même temps. Je pense effectivement que c'est la responsabilité individuelle et tout le monde doit aussi relever les manches et faire ce qu'il y a. Voilà, regardez, je relève ma manche et je me vaccine. C'est magique. Allez, Philippe ça ne marche pas, c'est votre responsabilité. On est responsable de pas un training politique ce soir. Mais non, mais je suis désolé, il ne peut pas mettre la faute sur les Français. On teste pas les éléments de langage sur un plateau télé. On essaie de rester un petit peu sur ce sujet qui est très important. Et à la fois, c'est une polémique très française parce que moi, j'ai tendance souvent à regarder la télé, mais à l'étranger, la télé étrangère, il y a un peu moins de polémique parce qu'il y a un peu plus de vaccins. Donc, il faut être honnête. Il faut être honnête. On ne fait pas de politique, mais on est mal classé. Et vous l'avez dit, les vaccins arrivent lentement. Il y a eu des vaccinodromes confirmés à une époque. Les vaccins vont arriver là maintenant. Tant mieux, mais je suis très heureux. Mais moi, ce que je demande, c'est pourquoi on a pris autant de retard, surtout pourquoi il y a une telle cacophonie dans la communication, pourquoi il y a un tel problème de gouvernance dans la gestion de cette fin de crise, parce que j'espère qu'on est à la fin de la crise. Pourquoi, je ne suis pas encore médecin, mais pourquoi on n'a pas, puisqu'on copie ce que font les Européens, pourquoi on n'a pas confiné en janvier, en février, pour essayer drastiquement, parce que là, c'est pas un confinement, là, il faut arrêter de prendre les Français pour des ozos. On est, comme dirait l'autre, enfermés dehors. Mais confiné, déconfiné. Confiné, déconfiné, voilà. Donc, pourquoi tout ça? Pourquoi il y a cette cacophonie qui tourne un peu au ridicule? Moi, je regardais avant de venir les bandeaux que vous mettez dans les... il y en a pendant qu'on parle. Voilà, comme ça, j'avais l'impression de lire le Gorafi. Enfin, je veux dire, des tweets un peu parodiques de la presse. Bon, attention, on va le prendre mal. Hein. Non. C'est pas sympa pour vous. C'est pas sympa pour CNews, mais c'est surtout pas sympa pour les décisions du gouvernement. On va en parler justement. Après le couac des attestations hier, vous en parliez, qui était obligatoire et puis plus nécessaire, les membres de la majorité se sont efforcés d'apporter aujourd'hui des clarifications aux Français sur différents points qui semblaient encore imprécis. Problème, c'est vrai que parfois on se demande si ce n'est pas contre-productif. Je vous propose d'écouter Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, encore une fois, la logique c'est chacun chez soi ou alors dehors. Donc il n'y a plus de règle des 6, elle est caduque. La logique aujourd'hui, c'est de dire de ne pas recevoir chez vous des personnes qui ne sont pas de votre domicile. Si vous devez voir des amis, si vous avez envie de les croiser, moi je comprends les Français qui ont besoin d'entretenir du lien et de ne pas rester seuls chez eux. Voyez-les dehors si c'est possible. Voilà, Dominique Da Silva, je reprends les mots de Gabriel Attal. La logique, c'est de ne pas recevoir chez soi des personnes qui ne sont pas de notre domicile. Pourquoi, dans ce cas-là, continuer de dire « mais on n'interdit pas de recevoir des amis ». Alors, on ne peut pas, évidemment, interdire de recevoir. C'est simplement le fait d'autoriser, de sortir. On ne veut pas interdire parce que ça donne une mauvaise image d'une dictature qu'on n'a pas envie de représenter en France. Mais en même temps, on comprend que parce que j'entends... Alors, on peut être pour un confinement strict. Je ne sais pas si ici, vous êtes pour un confinement strict. On peut... juste de comprendre. On peut... Déjà, oui, non, mais... Alors, je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu. Mais non, mais ça ne sera pas forcément clair comme de l'eau de roche parce que c'est vrai qu'il y a des injonctions contradictoires. Il y a d'un côté, et d'ailleurs, ça a été dit par Olivier Véran, c'est-à-dire qu'on a à la fois, il faut, disons qu'il y a l'aspect de la maladie, effectivement, du Covid par rapport à sa santé physique, et il y a également le sujet de la santé mentale. Donc il faut quand même... Réunion à Matignon à partir de demain, justement. Lier les deux. Donc c'est du en même temps, on assume ce en même temps. Mais quand on dit aux Français, parce que j'entends aussi que il faut que les Français sont des gens responsables, il faut leur donner plus de liberté. On leur donne plus de liberté. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller se faire des bouffes chez les amis et aller voir toute sa famille et tous ses amis. Mais moi, j'attends pas
d'un porte-parole qui me dit je peux m'infantiliser à longueur de journée. C'est ce qu'on fait. C'est juste ce qu'on fait. C'est contradictoire. On donne la possibilité aux gens de s'aérer, voilà, et on leur donne. Alors, on peut, effectivement, je pense que la double distance, 10 km et 30 km, j'avoue que là, je suis d'accord que ça fait peut-être beaucoup. Moi, je savais même pas qu'il y avait 10 km. On s'étonne toujours finalement qu'au bout d'un an, il y a des annonces et puis des petites corrections. Finalement, est-ce que tout ça ne peut pas être anticipé? On parle de jeudi dernier, l'annonce du Premier ministre, et puis derrière, on a l'impression que les membres du gouvernement sont appelés à la rescousse pour essayer de regarder rien que la semaine sur la table. Effectivement, mais tout ne se décide pas non plus en haut lieu. C'est vrai qu'à un moment, il y a des services qui peut-être interprètent les choses d'une certaine façon, et c'est vrai qu'on corrige le tir, mais on corrige. Vous pouvez pas. Alors, d'une part, vous pouvez pas sans arrêt remettre la faute sur le dos des autres en disant c'est les services, c'est les Français, c'est pas nous, c'est les autres, etc. Vous pouvez pas faire ça, c'est pas possible. Vous gouvernez, vous assumez la responsabilité politique, premièrement. Deuxièmement, regardez rien qu'il y a une semaine, c'était les images de on chasse les gens des quais de Seine à coups de trick parce que bon, j'exagère. Non, j'exagère. On fait beaucoup de pédagogie, on leur demande de quitter. On leur demande gentiment avec des boucliers et des casques de quitter les quais de Seine. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés dehors pour faire quoi? Voir leurs amis. Ben voyons, évidemment. Et maintenant, on nous dit quoi? Que c'est ça qu'il faut faire. Donc d'une semaine sur l'autre, on nous dit des choses contradictoires. Macron nous dit qu'il va faire on nous dit que c'est toutefois pas recommandé de recevoir des amis. Il nous dit qu'il va faire la stratégie du bol d'air. C'est mieux dit déjà. Il nous dit qu'il veut faire le bol d'air, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire ce que ça veut dire, mais la stratégie du sans limite de durée. Excusez-moi, mais la stratégie du bol d'air, pour l'instant, c'est la stratégie du bordel. C'est ça qu'on voit. Non mais Antoine Léaumont, est-ce que c'est pas quand même non mais le matin, elle change le soir. Antoine Léaumont, on a reproché au gouvernement d'avoir pris des mesures qui étaient très strictes et tout ça. Est-ce que finalement, un an après, en nous autorisant à sortir, ils n'ont pas appris de ce qu'on a qualifié d'erreur en disant il faut laisser les Français s'aérer et respirer, faisons-le. Ça fait des mois qu'on leur dit. C'est une bonne chose finalement. Mais c'est une bonne chose, oui. Mais sauf que ça fait des mois qu'on leur dit. Et ça fait des mois qu'on dit une autre chose. Vous auriez aimé l'avoir plus tôt. Non, c'est pas que ça. Ça fait des mois aussi qu'on vous dit qu'il faut planifier. Vous sortez, vous avez eu 6 semaines de couvre-feu, je crois, ou 8 semaines, je me souviens plus. Plus que ça, mais 8 semaines à 18h en tout cas. Et vous avez donc du temps normalement pour préparer ce que vous vouliez faire à l'issue de la période que vous prévoyez. Vous arrivez à l'issue de la période, qu'est-ce qui se passe? Vous nous sortez une attestation qui est incompréhensible, qui saute du jour au lendemain. Comment c'est possible, en France, qui est censé être le pays qui s'est construit autour de son État, qu'on ne soit pas capable de faire un truc aussi simple qu'une attestation? Mais enfin, on a fait encore plus simple. Un justificatif. Mettez-vous à la place des gens. Ils voient des gens qui habitent dans des palais à l'Élysée, à Matignon, où il y a 30 000 m² de jardin, et ils se disent que vous nous demandez de nous confiner, de pas nous confiner, de couvre-feu, de pas couvre-feu, sans rien comprendre. Et ils ont l'impression qu'il y a une différence entre vous et nous. Vous êtes pour essayer de résumer un petit peu les choses. On est d'accord pour dire que la communication n'a pas été bonne et que personne n'a rien compris. Voilà. On va essayer d'aider les Français ce soir, en étant clair, en parlant chacun notre tour, et en se disant d'abord qu'effectivement, c'est un confinement qui n'en est pas un. Donc en réalité, c'est pas un confinement. Voilà, soyons clairs. Le ministre de la Santé a lui-même dit on va arrêter d'employer ce mot-là. Ce n'en est pas un. Bien, quelques jours, mais ça n'est pas un confinement. La seule mesure restrictive supplémentaire par rapport à la période précédente, c'est le fait de limiter les déplacements, en disant que quand on part d'une région à une autre, d'un département à un autre, ça propage le virus. Donc il faut limiter ça à 10 km en général. Il y a un peu de 30 km, on ne sait pas très bien pourquoi. Mais enfin bon, les attestations, il faut oublier, parce qu'une attestation pour dire je coche la case B12 pour aller promener mon chien, c'est juste ridicule. Donc n'en parlons plus. On peut continuer de se moquer de Gabriel Attal, etc. Allez, laissons-le tranquille. Faisons simple. Disons qu'aux Français, voilà, pendant cette période-là, il faut faire en sorte que dans un rayon, on reste dans des rayons de 10 km avec sa carte d'identité, et que quand on a vraiment besoin pour un impératif professionnel ou de santé, il faut avoir une autre attestation émanant d'un tiers pour pouvoir le faire. À l'issue de cette période-là, il faut pouvoir mesurer l'évolution du virus et voir quelle est la situation sanitaire suivante. Mais c'est vrai que c'est comme ça que le gouvernement devrait communiquer, analyser et passer d'une période à une autre de façon à ce que ça soit clair. Or là, c'est vrai qu'on passe du temps à se moquer du fait que personne n'y comprend rien. Mais au-delà du côté un peu comique, même si la situation n'est pas vraiment drôle, il faut quand même penser aux Français qui ont besoin d'avoir un discours clair qui leur soit tenu et pas que ça change tous les 15 jours. Donc si on peut... Pourquoi ces clarifications n'étaient pas claires dans la voix du Premier ministre jeudi soir? Ça se résume à une question. Moi, j'ai mis 3 jours à comprendre. Non, mais je plaide et je suis d'accord. Non, mais je plaide pour une communication beaucoup plus claire sur ces histoires d'attestation. Ça, c'est sûr. Bon, une fois qu'on a dit ça, je veux quand même revenir sur le fait qu'aujourd'hui, c'est quand même deux attestations. C'est une pour les 16 départements
et quand on est avec ces nouvelles mesures. Voilà, avec des mesures plus strictes, bon, il y a évidemment, et je m'en étonne, effectivement, cette double distance 10-30, bon, je trouve ça effectivement assez stupide, soit c'est 10, soit c'est 30, mais bon, évidemment, il n'y a peut-être pas besoin... Mais qui a décidé ça alors? Parce que vous n'êtes pas le seul à nous dire, moi je comprends pas. La première fois sur le plateau que j'en entends parler. Moi aussi. Oui, voilà, donc vous voyez, enfin, on est quand même des gens qui sont ultra politisés, normalement. J'ai pas regardé les bandeaux, moi. Non, mais je plaide effectivement pour qu'on simplifie les choses. Après, je pense qu'il faut aussi en appeler à la responsabilité des Français. Aujourd'hui, plus personne ne s'étonne de ce qu'est effectivement la Covid-19. On sait très bien que ce virus, il ne vous saute pas à la gorge, donc il faut faire attention. Simplement, si on ne respecte pas ces gestes barrières... mais les Français les respectent très bien. Et on entend même des médecins nous dire les Français sont responsables, on pourrait ne mettre aucune mesure en place et leur faire confiance. Mais on sait très bien que c'est dans le cercle familial et en dehors, effectivement, quand on est sur une surface de vente, évidemment qu'on ne craint pas grand-chose. C'est ce qui se passe avant, c'est ce qui se passe après. Parce qu'à un moment, on baisse le masque, on parle à des gens qu'on connaît, mais on ne sait pas si mais alors là, parlons-en, les commerces, il y en a qui ferment, il y en a qui ouvrent, et on se dit que les magasins de bricolage, ouverts un samedi comme hier en région parisienne, il y a dû avoir une foultitude de monde, alors qu'un petit commerçant avec 3 personnes à boutique et du gel a été fermé. Mais bien sûr. Comment vous expliquez ça? J'insiste surtout c'est incompréhensible pour les chefs d'entreprise. C'est une responsabilité effectivement individuelle. On aura beaucoup à dire sur telle ou telle mesure, j'entends très bien. Pourquoi on ferme tel type de commerce alors qu'on ouvre tel autre commerce? Il faut limiter les interactions le plus possible. On l'a vu. Oui, mais vous ne la laissez pas, cette liberté individuelle. En décembre, on l'a vu. Quand on a rouvert des commerces, c'est reparti. Donc, ce qui montre bien, quand on donne beaucoup plus de possibilités aux gens de sortir et de partager des moments... Pardon, mais en même temps, on nous avait aussi dit, attention, les réunions de famille à Noël, ça va repartir, et ça n'a pas été le cas. Exact. Et pourtant, les Français se sont retrouvés entre familles à Noël. Bien sûr, mais on sait aussi qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. C'est-à-dire qu'à un moment, évidemment, tenir ces restrictions... Vous renvoyez toujours tout à la responsabilité individuelle. Oui, c'est insupportable. Mais non, les gens, ils en ont ras-le-bol. Il faut que vous compreniez ça au bout d'un moment. Alors, dites-moi, quelle est votre stratégie? Par exemple, si vous voulez rouvrir les restaurants et les lieux de vie où les gens ont besoin de dites-moi votre stratégie d'un bout à l'autre. Rouvrez les terrasses. Vous dites qu'il faut du bol d'air, vous voulez les gens dehors, rouvrez les terrasses, il commence à faire beau. Voilà une manière de faire quelque chose pour les restaurateurs. Les gens, ça fait 1 an maintenant à peu près qui ne travaillent plus. Okay, vous avez des gens qui meurent de faim. Il y a 1 million de pauvres en plus dans notre pays. Et vous en êtes juste encore à des trucs de responsabilisation individuelle. C'est insupportable. Honnêtement, entendre que Non, mais je vous donne un truc concret. Je vous dis, ouvrez les terrasses. Je vous donne un autre truc concret. Travaillez sur les purificateurs d'air pour ouvrir les salles de spectacle. C'est pas difficile. Il faut mettre en place des jauges, il faut mettre en place des purificateurs d'air, il faut donner aux gens des masques FFP2 pour entrer dans les salles. Voilà ce que vous pouvez faire. Et les tests, et accélérer la vaccination. Voilà des choses qu'il faut faire. Je crois que ce que dit mon vraiment, c'est insupportable. Mon voisin de gauche. Mon voisin de gauche. C'est bien, on est bien placé. C'est très bien. Non, mais moi, ça me va très bien. Il n'y a aucun problème. C'est clair. C'est clair. Moi, ce que je vois, c'est que ce que vous dites, c'est qu'il va falloir commencer un petit peu à vivre avec. Pas après. On le dit depuis un moment. Oui, tout à fait. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut commencer à avoir le courage. C'est pas facile. Avoir le courage de siffler la fin de cet acte et de cette période dramatique et pathétique et triste qu'a été les confinements, etc. Parce que le confinement, c'est quoi? C'est quand même un ultime recours quand à peu près tout a un peu échoué. Les lits de réanimation n'ont pas bougé en 1 an, je crois, à peu de choses près. Ils baissent. La vaccination est en retard, on l'a dit tout à l'heure. On tourne autour du pot, mais l'idée c'est quoi? C'est vacciner. Non, je veux dire, si on arrive à vacciner à outrance... Il n'y a qu'à Faucon, ça marche bien. Mais on vous a donné des propositions. Il n'y a qu'à Faucon, c'est juste des pistes que vous avez aussi dans la tête, mais que vous avez une réaction politique. Vous croyez qu'on s'amuse... Vous avez une réaction politique, mais je le comprends, c'est pas évident pour vous. Si c'était aussi simple, vous croyez vraiment qu'on s'embêterait à faire ça? Vous devez être mal à l'aise, et je le comprends tout à fait. C'est normal. C'est normal. Non, mais c'est juste que c'est facile quand on est dans l'opposition. Est-ce que c'est facile de dire qu'il faut vacciner à outrance dans un pays comme la France? Mais quand on peut. Mais quand on peut, on doit. Mais les vaccins, vous ne les produisez pas comme ça. Pourquoi les autres pays le font? Le Maroc vaccine plus que nous. Le Maroc vaccine plus que nous. Vous parliez de l'AstraZeneca. Vous savez comment ils font en Angleterre, l'AstraZeneca? Il n'y a pas de polémique sur le sujet de l'AstraZeneca. On a encore 18 minutes, on peut... En France, vous n'écoutez rien. Des propositions qui vous sont faites. Jamais. Ça fait 6 mois qu'on vous fait des propositions. Vous y venez petit à petit, à reculons, alors qu'on vous les propose depuis 6 mois. Le Maroc vaccine plus que nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté le vaccin russe et le vaccin chinois.
Ils font pas de l'idéologie sur cette logique européenne. On a une logique européenne et regardez où on en est. Il y a encore quelques mois, vous vouliez pas du Pfizer. Mais bon, c'est pas grave. Monsieur, on n'a pas dit qu'on voulait pas du Pfizer. Jean-Luc Mélenchon a dit que lui-même, pour lui, il disait même que c'était les laboratoires. Si vous me laissez finir, pour lui, il préférait avoir un vaccin traditionnel et pas un vaccin à l'ARN. Je suis désolé, si vous voulez que les gens se vaccinent, il faut qu'ils aient confiance dans les vaccins. Il faut que tous les vaccins soient accessibles. Le Maroc vaccine plus vite que nous parce qu'ils ont accepté le vaccin russe et le vaccin chinois. La France pourrait faire de même, je suis désolé. Sortez un peu de l'idéologie, des puissances politiques et de la géopolitique que vous faites d'habitude. Demandez déjà vos sympathisants de se faire vacciner. Mais monsieur, je viens de vous dire qu'ils... Alors attendez, c'est bon, on a compris vos points de vue tous les deux. Sur les vaccins, et pour faire un retour d'expérience de terrain, le Pfizer aujourd'hui est très demandé. Les gens demandent à se faire vacciner au Pfizer parce qu'ils considèrent, à tort raison, que c'est le plus sûr. C'est celui qu'ont utilisé les Américains, c'est celui qui est utilisé en Israël et dans d'autres pays où ça marche bien. Si bien est-ce qu'on a toujours le choix du vaccin qu'on va nous administrer? D'abord, pour l'instant, non. Quand on est, pour pouvoir être vacciné au Pfizer ou Moderna, il y a soit on a plus de 75 ans, soit une liste de comorbidité extrêmement stricte. Et donc des gens, moi j'ai vu des gens arriver au centre de vaccination dire je veux me faire vacciner, et en fait ils n'étaient pas éligibles au Pfizer. On leur a dit allez voir votre médecin traitant, vous êtes éligible à l'AstraZeneca. Et moi j'ai vu une dame qui a dit ah non, moi si je veux me faire vacciner à l'AstraZeneca et qu'après je suis malade, je vous fais un procès à vous parce que vous avez refusé de me vacciner au Pfizer. Donc c'est pour dire aussi la réalité que vivent les gens qui doivent vacciner 1000 personnes dans la journée, et sincèrement c'est pas simple, et on a une trentaine de personnes comme ça qui travaillent tous les jours, donc je veux aussi leur rendre hommage. Mais moi je suis pour qu'on ouvre s'il y a toutes les conditions. Simplement il faut avoir cette réalité en tête, c'est qu'aujourd'hui les gens ont intégré que Pfizer c'était bien, qu'AstraZeneca c'était catastrophique. Il faut dire qu'on leur a répété, martelé, dit que les autres ça marchait pas. Je ne critique pas les gens, je dis qu'aujourd'hui c'est pas bien et on arrête. Mais à partir du moment où on parlait tout à l'heure, justement on voudrait l'entendre. Le bad buzz sur AstraZeneca, ça a rendu les choses extrêmement compliquées. Donc moi j'ai des craintes aujourd'hui sur la volonté des Français d'accepter toute une série d'autres vaccins. Alors, il faudra peut-être travailler sur la pédagogie. En attendant, il faut faire accélérer. Regardez, Thierry Breton, aujourd'hui, sur le vaccin Sputnik V, le vaccin russe, nous n'aurons absolument pas besoin du vaccin russe. Les Russes ont un mal fou à le fabriquer et nous les y aiderons durant le second semestre s'ils en ont besoin. Mais évidemment, ils ont un mal fou à le fabriquer. Deux choses différentes dans la même phrase. Alors, quand même, c'est... Attendez, il y a 3 petits points quand même, donc on peut supposer qu'il y a eu un... Mais juste, ce vaccin russe, effectivement, ils ont du mal à le fabriquer. Et moi, je trouve que ça aurait, je pense, donné confiance aux Français de le fabriquer en France. Ils nous l'ont proposé. Pourquoi c'est pas possible? Et pourquoi on refuse tout, surtout? Pourquoi on refuse tout, sauf les vaccins qui font gagner 30% de marge sur chaque vaccin à Pfizer? La réponse est dans la question. Est-ce qu'on peut savoir? Est-ce qu'à un moment donné, l'Union européenne va nous dire pourquoi ils privilégient les vaccins qui coûtent le plus cher? Est-ce qu'on peut nous dire ça? Est-ce que c'est l'Europe qui décide de tout? Oui, c'est l'Europe qui décide, mais il commence à y en avoir un peu ras-le-bol des liens entre l'Union européenne et les lobbies pharmaceutiques, si vous voulez mon avis. Parce que si on est bloqué aujourd'hui sur la quantité de vaccins disponibles, c'est uniquement... Non, c'est pas du complotisme, c'est uniquement pour des raisons privées de profit. Voilà la raison pour laquelle... Mais ce n'est pas cette raison-là. Mais il n'y a pas l'autorisation aujourd'hui. Oui, ça prend énormément de temps et il pourrait y avoir une autorisation nationale. La France peut prendre cette décision indépendamment de l'Union européenne. Dans les pays que vous citez qui sont très performants, je veux dire, on ne se pose pas cette question de l'AstraZeneca qui est ceci, cela. Non, on ne se pose pas non plus la question du vaccin. On y va et on se fait vacciner. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous contredire par rapport à votre propre argument. Mais je dis simplement, non, c'est pas une contradiction. Si vous dites il faut tout accepter, je vous dis le vaccin russe, le vaccin chinois, vous me dites non et après vous dites et pour l'instant, il n'est pas homologué. La France peut prendre cette décision seule sans l'Union européenne. Bien sûr. Et s'il arrivait quoi que ce soit, vous critiqueriez le gouvernement d'avoir pris cette décision. C'est pour ça que vous aussi, c'est le en même temps. Expliquez-moi pourquoi Cuba... Si on fait, c'est pas bien. Si on fait pas, c'est pas bien. Monsieur, vous aimez la France? Expliquez-moi pourquoi Cuba, qui est un tout petit pays de 11 millions d'habitants, est capable de produire 5 vaccins différents et nous, zéro, et même pas capable de produire les vaccins russes qui pourtant nous permettraient de... Ce que valent ces vaccins, je suis pas... Voilà, mais peut-être que vous êtes un scientifique. Ça vous intéresse pas. Non, mais peut-être que vous savez et que vous êtes un scientifique et vous savez. Votre gouvernement a envoyé des Français. Les vaccins qui marchent. Votre gouvernement a envoyé des Français étudier en Russie ce vaccin. C'est pas moi qui suis un scientifique. C'est marrant, c'est que maintenant vous êtes pro-vaccin, c'est fou. Ce qui est sûr, RFI maintenant est pro-vaccin. Vous êtes la parole circule un peu. Non, mais c'est vrai. Je suis désolé, mais vous êtes 4 sur ce plateau. Oui, d'accord. Écoutez-vous les uns les autres. Vous aimez bien. Non, je suis désolé, mais quand quelqu'un pour seul argument, dites à vos sympathisants de se faire vacciner et vous êtes anti-vaccin, je suis désolé. On vous a entendu tous les deux. Simplement, c'est qu'il faudra vraiment tirer le bilan de pourquoi la stratégie européenne n'a pas fonctionné. C'est quand même dramatique. C'est-à-dire que quand on se compare à d'autres grands
grandes puissances, elles vaccinent mieux que nous, et quand on se compare à des petits pays, ils vaccinent aussi mieux que nous. Et donc on se retrouve, et effectivement vous avez raison de le dire, à la fois l'Europe à la traîne du monde et la France à la traîne de l'Europe. Donc c'est vrai qu'on a... mais il faut moi le reconnaître, ce problème-là. Mais oui, si, on est derrière quasiment... C'est humiliant pour le gouvernement, mais c'est triste, mais moi... C'est humiliant pour la France. Et c'est surtout très dommageable pour les Français, parce que pendant tout ce temps, quand on voit dans certains pays où ils ont vacciné plus vite, aujourd'hui, ils recommencent à vivre. C'est ça le sujet. C'est pas simplement de se dire, ah dommage, on a perdu un match. C'est pas ça. C'est que derrière, il y a des conséquences sociales, économiques, sur la vie des gens. Et c'est invraisemblable de se dire qu'une puissance comme l'Europe, et avec ce qu'on investit en plus dans la recherche, c'est pas suffisant, mais il y a quand même de l'argent public qui est mis, qu'on n'ait pas été assez bon pour être à la pointe. C'est vrai que quand on écoute Thierry Breton, invité d'un 20h ce soir d'une chaîne concurrente, effectivement, il compare l'Europe. Il est interrogé sur les 100 millions de vaccinés aux États-Unis. Il dit, mais nous en Europe, on y arrive dans quelques semaines. Ça veut dire qu'effectivement, on se compare à un autre pays, mais en Union européenne, effectivement, c'est pas comparable. On pourrait avec la Hongrie à l'intérieur qui a pris les vaccins des autres. Voilà. Qui peut prendre et moi, la main sur cette crise. Honnêtement, moi j'enrage de voir des pays qui commencent à s'en sortir. On voyait ces photos qui circulent sur Twitter. C'est en Israël, Tel Aviv, où on les voit parce qu'ils ont confiné peut-être de manière un peu plus stricte, mais encore une fois, c'est eux qui décident. Voilà, ils ont un passeport, ils ont vacciné comme des malades. Combien ? 60%. Mais 60%. Je dis, si Israël, pays de 5-6 millions d'habitants, arrive à vacciner, à prendre des décisions, à être maître de leur propre politique de santé, pourquoi nous, grands pays bimillénaires ou millénaires, ce qu'on veut, on n'y arrive pas? Et c'est ça qui est quand même incroyable. On peut vouloir le Brexit, on peut vouloir évidemment. Bon, on est dans une stratégie européenne, on se serre les coudes. C'est l'Europe qui nous empêche. Mais non, je dis peut-être. Non, mais quand j'entends. Pourquoi un petit pays comme Israël s'en sort mieux? Évidemment, peut-être que c'est beaucoup plus facile aussi si d'un seul coup on met sans doute les moyens pour le faire et peut-être sans se poser autant de questions. Mais sauf qu'on est, mais c'est vrai qu'on est dans une stratégie européenne et c'est vrai, on peut peut-être y voir à redire. Mais c'est un choix. Ceci expliquant cela. Non, pas forcément. Je pense qu'on va rattraper ce retard. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je pense qu'on va évidemment avancer beaucoup plus vite dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et très honnêtement, vous en parliez, c'est vrai que la stratégie, ça a été de vacciner d'abord les plus fragiles. D'autres ont vacciné plus largement. Et l'efficacité est quasiment comparable. Donc il ne faut pas non plus regarder uniquement le nombre de doses. Nous, on fait différent. Nous, on est les seuls à faire de manière différente. Parce qu'on est le plus intelligent, on est plus fort, mais différent des autres et on voit le résultat. Si vous voulez la réponse au mystère d'Israël, je peux vous la donner, elle est assez facile. Ils se sont approvisionnés chez Pfizer en privilégiant, en payant plus cher leurs doses et en donnant à Pfizer un accès privilégié à cette campagne de vaccination de masse et en leur faisant un retour sur les données vous ne voulez avec y compris... Alors ils l'ont fait parce que Pfizer le demandait. Avec y compris ça faisait partie du contrat. Oui, avec y compris une utilisation des données personnelles des Israéliens qui remontent directement chez Pfizer, qui aurait pu faire débat en France, etc. etc. Mais là, la question, exactement, la question qui c'est un investissement, pourquoi pas. La question qui se pose, c'est encore justement, si vous me laissez finir l'argument. Vous voyez bien qu'il y a une concurrence internationale qui se met en place dans un endroit où il devrait y avoir, à l'inverse, de la solidarité internationale. Et une campagne de vaccination de ce type-là, elle devrait s'organiser au niveau de l'OMS, au niveau de l'ONU, et pas au niveau de les États-Unis, Israël, l'Union européenne et des puissances qui finalement vont se tirer la bourre pour essayer d'être ceux qui ont le plus de vaccins. Non, mais à la fois, on peut aller encore. À la fois, vous les citez en exemple et en même temps vous leur reprochez ce qui leur permet d'être les meilleurs. Non, je suis factuel. Mais enfin, je suis factuel. Je vous dis juste ce qui s'est passé. Je vous dis pas que je suis d'accord. Vous les citez en exemple pour dire qu'on est à la traîne. Non, je vous dis c'est factuel. Voici ce qui s'est passé parce que vous les citiez en exemple. Et je vous dis, si on met plus d'argent et qu'on donne ces données personnelles, peut-être que ça va mal. Et je vous dis simplement qu'il faudrait davantage de coopération parce que très bien, allons vacciner tout le monde dans notre pays. Finissons de vacciner tout le monde dans les pays riches. Le virus va continuer à circuler si nous ne vaccinons. Vous êtes pour redonner les
vous êtes incapable d'entendre un argument sans dire la France insoumise, vous, c'est impossible pour vous. C'est impossible, vraiment. Vous ne voulez pas me laisser finir une phrase, c'est au-dessus de votre capacité d'écoute. À ce que les Français cèdent leurs données personnelles. C'est peut-être ce qui fait que dans certains pays, ça avance plus vite. Si vous me laissez finir un argument, dans les pays pauvres, si nous ne vaccinons pas massivement et si nous n'organisons pas la vaccination, y compris dans les pays pauvres, et vous allez devoir vous l'avaler, mais c'est Cuba qui va s'en occuper à force puisque personne s'en occupe, si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Le virus va continuer à progresser et il va continuer à faire quoi? À muter. Voici ce qui va se passer. Donc si vous ne pensez pas le règlement de cette crise pandémique en pensant à l'humanité et pas la France, l'Union européenne, etc. Et en pensant que l'humanité est une et indivisible sur ces questions-là particulièrement, et on s'en rend tous compte à ce moment-là. Oui. Si vous ne faites pas ça, alors vous allez avoir pandémie sur pandémie sur pandémie sur pandémie parce que le virus va muter et que comme on continue l'élevage ultra intensif dans lequel ça peut muter aussi, eh bien on aura d'autres pandémies. Donc là maintenant, il y a une question centrale, c'est lever des brevets sur les vaccins à l'OMC, pour faire en sorte qu'on gère cette crise comme l'humanité, parce que c'est l'humanité qui y fait face. C'est pas juste les Français, c'est pas juste les Allemands, c'est pas juste les Belges, c'est pas juste les Chinois, c'est l'humanité tout entière qui fait face à une crise. Donc si on veut la régler, il faut la régler en tant qu'humanité. Par rapport à ça, c'est un bel objectif que de vouloir régler la pandémie au niveau international et de façon concertée. C'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas des institutions internationales assez fortes pour le faire. Donc il faut avoir cette réflexion-là en se disant il faut se doter d'institutions plus fortes, que ce soit l'OMS ou l'OMC ou d'autres structures de gouvernance internationale. Mais en attendant, le grand paradoxe que l'on a, c'est que l'Union européenne, avec la force qui est la sienne théoriquement, aurait dû justement permettre au moins que, à son échelle à elle, on ait réussi cette campagne de vaccination avec une solidarité entre les pays les plus développés et les moins développés de l'Union, et que cette force de frappe aurait permis de bien négocier avec les laboratoires, aurait permis de bien gérer l'approvisionnement et de bien répartir les choses, et on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. C'est là aussi où il y a une vraie déception et qu'il faudra avoir un vrai diagnostic sur les incapacités de l'Union européenne d'être une force et non pas une faiblesse dans une crise comme celle-là. Et ça se voit dans les études, dernier sondage Ipsos sur la confiance des Français en l'exécutif, regardez, 34% pour faire face au Covid-19. Ah oui, sondage IFOP, pardon, pas Ipsos. Confiance dans le gouvernement à 34%. C'est vrai que ça, pas facile de gouverner, d'accord, gouverner c'est prévoir, mais le constat est cinglant aussi. On rappelle qu'on est à une petite année de scrutin. Le chiffre était plus haut peut-être à un moment donné. Oui, c'est moins 4. Là, c'est moins 4 points par rapport au début mars. D'où la cacophonie. Mais 34%, c'est bien. Par rapport à la vaccination. On peut être, j'entends, les critiques, elles sont tout à fait recevables, mais je ne vois pas dans des propositions des oppositions, alors peut-être la France insoumise, mais encore faut-il que les Français... Essayez de faire une phrase sans la France insoumise, mais, je vous assure, ça ira mieux. Je ne sais pas, vous assure, ça ira mieux. Vous représentez pas la France insoumise. Essayez de faire des arguments qui sont concentrés sur votre politique. Oui, mais c'est vous qui avancez des propositions. Oui. De la droite, j'entends pas une stratégie globale très cohérente là-dessus. C'est pas un problème droite-gauche. Non, mais je le dis, non, mais c'est trop facile. Depuis le début, non, mais les oppositions, vous nous tapez... On est en train de vous dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. J'entends. Voilà, c'est tout. Mais peut-être qu'on a aussi en France un peu de bureaucratie qui fait aussi que c'est moins performant qu'ailleurs. Il faut le reconnaître. Il y a un peu de ça. C'est pas la droite ou la gauche. Et c'est simplement, encore une fois, on n'est pas si à la traîne que ça. C'est pas la peine de faire peur aux Français. On n'est sans doute pas les meilleurs, j'en conviens. Mais encore une fois, les vaccins, on ne les a pas créés. Voilà. Alors forcément, les Américains et ceux qui les ont, évidemment, vaccinent plus fort. Ça me paraît évident. Mais encore une fois, on n'est pas... c'est pas la catastrophe non plus. Dans le pays de Pasteur, ça fait mal. Il n'y a pas un pays de l'Union européenne. Alors c'est la faute du gouvernement aussi. Mais vous savez quoi ? Même si Sanofi en avait produit, ils ont dit qu'ils les donneraient prioritairement aux États-Unis parce que les États-Unis ont financé la recherche. Tout le monde l'a oublié, mais c'est ça qu'a dit le patron de Sanofi au début de la crise du coronavirus, quand ils n'avaient pas encore produit le vaccin, et ils l'ont toujours pas produit. Ils ont dit qu'ils le donneraient d'abord aux États-Unis parce que les États-Unis, eux, ils financent. Et nous, les Français qui sommes gentils et tout plein d'amour pour Sanofi, on leur donne 1,5 milliard d'euros par an. 1,5 milliard d'euros par an, monsieur. Retenez ce chiffre. 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard d'euros. Ils n'ont pas réussi à faire ce vaccin. Et ils sont c'est sans doute pas de la faute du gouvernement. Monsieur, quand une entreprise reçoit autant de fric et qu'elle n'est pas capable de faire quoi que ce soit, on la réquisitionne. On en prend le contrôle. On arrête de se faire marcher sur les pieds par le lobby pharmaceutique. Il y en a ras-le-bol. C'est ça la solution à la crise. Mais il y en a.
quoi? Ils font quoi? Ils licencient 600 chercheurs. Ils sont pas capables de trouver. Bien au début, mais là, mais non, c'est un peu moins bien. Ça va un peu trop loin. Non, mais là, moi j'aime pas qu'on connaisse. Moi je n'aime pas que la France se fasse marcher sur les pieds. Voilà. Moi j'en ai ras le bol que des entreprises du CAC 40 qui reçoivent autant de fric, on soit incapable de leur dire écoutez, vous avez failli à votre mission. Vous devez des comptes aux Français qui vous donnent plein d'argent et vous faites quoi? Vous licenciez des chercheurs alors que vous êtes infoutus de trouver un vaccin. C'est insupportable. Inentendable. Tout ce que je dis, puisque vous êtes d'accord? Vous cataloguez, oui, ça va. Mais ça a mal terminé, mais c'est pas grave. C'est un tropisme. C'est un tropisme. Moi, dès qu'il faut socialiser les outils de production. Oui, voilà. Mais j'honore votre patriotisme, ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin bon, bref. Toujours le cas. Alors, non. C'est un mot qui nous vient de la Révolution. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas tout résumer à des clivages politiques. On n'est pas là pour faire de la politique. On n'est pas là pour faire de la politique. On est là pour voir comment notre pays va s'en sortir. Et j'aurais aimé que mon pays s'en sorte mieux que les autres. Pourquoi il ne s'en sort pas mieux que les autres? Je résume, si vous me laissez finir. C'est on ne réussit pas à cause de nos problèmes dans l'hôpital public, c'est-à-dire les lits en réanimation, à cause d'une bureaucratie obèse et qui a un peu freiné les circuits de distribution, à cause d'une vaccination très en retard pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'on peut, sur cette base-là, être d'accord sur le constat? Tout simplement, on est en retard sur la vaccination, on le sait. La communication du gouvernement, le gouvernement n'est pas responsable de tout, mais il est responsable de sa communication. Et sa communication a été cacophonique depuis une semaine. Faut lire ce qu'écrivent les Français à droite et à gauche sur les réseaux sociaux. Ça devient délirant, ça devient même un peu ridicule. Je suis désolé. Jusqu'à maintenant, j'avais beaucoup de compréhension parce que c'est compliqué de gérer une crise. Là, franchement, quand on écoute les uns et les autres, quand on écoute le Premier ministre, quand on écoute M. Attal, quand on écoute le Président de la République, on ne sait plus, et quand on lit les attestations, on ne sait plus où on en est. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, la droite ne fera pas mieux, la gauche ne fera pas mieux, et le centre ne fera pas mieux. Voilà. Non, mais les parlementaires se penchent sur le sujet à partir de demain. Si c'est ça que vous voulez dire, très rapidement. La première, c'est que faisons des propositions. Moi, je souhaite qu'il y ait une communication claire du gouvernement et prévisible et pas cette cacophonie. Je pense que c'est quand même pas hors de portée non plus. Ça ira peut-être plus vite que la socialisation des outils de production, même si parfois ça peut être utile. Mais voilà, commençons par on est deux à le défendre sur un plateau, la socialisation. Commençons par ce qu'on sait faire. Et la deuxième chose, c'est accélérons l'approvisionnement en vaccins. Dans un centre comme celui qu'on a à Sarcelles, on peut vacciner 2000 personnes par jour. C'est 14 000 par semaine. Et donc, on est capable aujourd'hui, d'un point de vue logistique, de monter en puissance. Donc, faisons-le. S'il faut prendre d'autres vaccins, prenons d'autres vaccins, mais communiquons clairement aussi là-dessus et ouvrons le 1er mai, par exemple, comme les États-Unis, à toute la population. Et peut-être qu'avec ça, on arrivera à l'été à avoir l'immunité collective. On croise les doigts sur ces prédictions. Merci à tous les quatre, en tout cas, d'avoir été de fervents débatteurs dans cette... Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances et puis à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis, comme toujours, je vous invite à me dire dans les commentaires de la vidéo ce que vous en avez pensé parce que moi, ça m'aide beaucoup à progresser, à savoir comment mieux dire les choses. Ça m'aide aussi à comprendre votre perception de ces émissions et c'est toujours très intéressant pour moi. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! D'autant qu'il y a mon chat qui est en train d'essayer de s'attaquer au pied de la caméra, donc il est vraiment temps que je vous laisse. Allez, salut!